Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour le rendez-vous du bar des supporters. Oui, l'Olympique de Marseille ne jouera pas ce week-end, mais nous, on est toujours là pour parler de l'actu OM. On dira un petit mot quand même sur le match de l'équipe de France ce soir en Croatie, pour parler d'Adrien Rabiot, bien entendu. Et on va essayer de développer, de revenir sur les périodes précédentes avec notre invité, Laurent Spinozzi. Lolo qui est avec nous. On commence à en prendre l'habitude. On est très heureux de t'accueillir. C'est la première fois dans ces nouveaux locaux. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une belle surprise. Je ne connaissais pas du tout. Et je pense que vous allez être très, très, très bien. Comment tu vas ? Ça va bien. Écoute, et très heureux surtout d'être avec vous. Et c'est vrai que quand vous faites appel à moi, c'est toujours un plaisir de répondre favorablement et de vous retrouver, de parler de l'actualité. Donc, ça, tout va bien. Le plaisir est partagé par Jacques Bail. Comment ça va, mon Jaco ? Ça va impeccable, mes amis. Je mets bien l'accent, hein. Jacques Bail. C'est comme ça, c'est pas Marseille. Jack, hein. Non. C'est vrai que c'est un plaisir en plus avec Lolo, un de mes amis depuis très 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 longtemps. Donc voilà, et toi mon ami, fidèle, compagnon. Donc c'est un bon moment de radio. Allez, on va commencer avec Lolo pour savoir un petit peu... La dernière fois qu'on s'était vu, c'était chez notre partenaire à Nissan, à Marseille, l'Estac. L'OM était quand même dans un moment assez favorable. Oui. Aujourd'hui, les positions n'ont pas évolué, parce que l'OM est toujours deuxième, mais le matelas de points s'est un peu effiloché. Quel regard tu portes, toi, sur la dernière période qu'on vient de vivre, notamment les 4 derniers matchs où l'OM a perdu 3 fois ? Ouais, c'est vrai que 3 fois sur 4 en visant la Ligue des Champions, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Après, on se rend compte que Nice, qui était derrière nous et qui est toujours derrière nous le plus près, ne gagne pas non plus ces matchs qu'il faut chez eux. Donc ça nous a quand même, dans cette période difficile, ça nous a quand même laissé cette seconde place, en sachant qu'on perd. Je pense qu'on a... Dans une saison, il y a toujours une série un peu, des moments difficiles où tu as 3 semaines, un mois difficile. Je pense qu'on l'a eu. Et je pense qu'à la reprise, après la trêve, on va repartir. Moi, je suis confiant. De toute façon, je suis confiant pour la deuxième place, pour la Ligue des Champions. C'est pas ces derniers matchs qui vont m'inquiéter. C'est juste qu'il faut faire aussi attention, parce que pas tout est acquis. Mais on va bien repartir, ça, j'en suis sûr. C'est toujours particulier, hein, la trêve internationale. Je ne parle pas de trêve de Noël, parce que la trêve de Noël, elle est juste là pour recharger les batteries, et les joueurs rentrent chez eux. Ils ne vont pas jouer pour leur sélection nationale. Oui. C'est la 4e trêve internationale cette saison. Les 2 premières, c'était passé, je dirais, moyennement, positivement, ni trop haut, ni trop bas. La dernière, elle nous avait permis de nous relancer véritablement, parce qu'on sortait de cette fameuse défaite face à Auxerre. On ne va pas en parler toute la saison de ce match perdu à la maison contre Auxerre, mais on était quand même dans un moment un peu compliqué, puisque en 15 jours, on avait perdu et contre Paris et contre Auxerre à domicile. Là, on est dans un moment où il va falloir retrouver la dynamique. La différence entre la défaite du 4 novembre contre Auxerre et celle contre le Paris Saint-Germain, c'est que dans la défaite, on a réussi quand même à trouver des motifs d'espoir. Oui, c'est pas du tout la même chose. Hein. Quand tu perds contre Auxerre ou Paris Saint-Germain, tu n'as pas la même déception. Hein. Surtout qu'en plus, dans le contenu du match, contre Paris Saint-Germain, il y a eu des choses intéressantes. On a eu de la vivacité, on a vu des trajets préférentiels accélérés, alors qu'auparavant, c'était beaucoup, beaucoup trop long, beaucoup trop lent. Après, Karim, je pense que dans ces trêves internationales, ça fait du bien à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en vont, qui vont dans leur pays, qui vont avec leur nation. Et il y a aussi un effectif différent qui s'entraîne, des joueurs différents qui montent aider le groupe. Donc ça coupe un peu. Le coach a le plus de temps avec son staff de parler. Voilà, tu prends le temps, tu vas voir tes kinés, tu discutes différemment de ce que tu fais d'habitude. D'habitude, tu es toujours pressé, même avec un match par semaine. Tu n'as pas le temps nécessaire d'avoir des tête-à-tête avec certains joueurs, avec ton staff. Donc c'est aussi un moment un petit peu où tu souffles, surtout pour le coach. Je sais qu'il habite pas loin, peut-être qu'il va aussi rejoindre sa famille en Italie. Il y a aussi la possibilité d'un peu lâcher les chevaux, et c'est tout simplement indispensable pour la suite de la saison. Lolo, la trêve, à quoi elle peut servir à ce moment de la saison ? Jacques, il a dit des choses importantes, c'est-à-dire que les mecs, ils vont se ressourcer chez eux,
quand on parle du coach, je pense qu'il en a besoin aussi, parce que c'est un mec, je pense, quand il est là, il donne de sa personne. Donc je pense qu'au bout d'un moment, même lui, il ne doit pas être plus lucide sur certains choix. Je pense, je ne le connais pas personnellement, mais sur ce qu'il retransmet quand il fait ses conférences ou quand il est sur le terrain. Ensuite, il y a un truc qui s'est passé depuis la trêve, après Noël. Je pense qu'on a recruté des joueurs. On était tous unanimes sur le recrutement. Bravo, Goury, Benasser, etc., voire un autre joueur. Quand tu penses que tu changes 3 joueurs dans ton effectif qui tournent bien, ça fait quand même le quart de l'équipe. Et il faut que les choses se mettent en place, il faut que les repères. Tu lèves certains joueurs qui étaient bien, tu les mets sur le banc. Et automatiquement, il se passe des trucs, et la preuve, elle est là. C'est-à-dire que Rongier, qui faisait quand même ses matchs, qui faisait tourner la boutique, tu le mets plus. Devant, tu changes. L'anglais, tu le fais plus jouer, parce que c'est vrai que peut-être il est moins en forme, etc. etc. C'est Luis, le Brésilien. Luis Enrique. Luis Enrique. Oui, parce qu'il y a Luis Enrique et Luis Felipe maintenant. Voilà. Non, mais tu vois, quand tu regardes bien, ça a un peu désorganisé le système. Je sais pas, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est la fatigue, mais ça tournait bien jusqu'à Noël. Il y a eu ces changements, il y a eu ce mercato. Alors, on était tous contents, toujours, il n'y a pas de souci sur les joueurs qu'on a recrutés. Mais après, il faut du temps pour que l'équipe reprenne ses repères, que les joueurs aussi acceptent certains choix, pour que le vestiaire aussi le vive mieux. Parce que je pense que ça... tu vois, tu prends un Rongier, tu dis c'est le mec parfait, quand il joue pas, quand il joue, on ne sait pas. Après, quand on est là-bas, quelle zone il dégage, on ne sait pas tout ça. Donc... je pense que ces changements-là ont fait que les résultats, certainement, ça a posé un problème sur les résultats. Alors, je te pose une question vicieuse, mais de face. Donc, il n'y a pas de problème. 4 joueurs recrutés au mercato d'hiver, Luis Felipe, Amar Dedic et les 2 internationaux algériens, Ismaël Benasser et Amine Gouiri. Dans une équipe qui tournait bien, qui était sur une série fantastique depuis le 22 novembre, est-ce que c'est trop ? Sur l'effectif. C'est pour ça que c'est vicieux, je te dis. Non, elle n'est pas vicieuse, parce que c'est moi qui suis venu sur ce terrain-là en parlant de ça, donc j'ai pas de souci de te répondre à ça. Je te dis simplement, je vous dis simplement par rapport aux résultats et par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas une cause à effet ? Est-ce que ça n'a pas chamboulé quelque chose ? Est-ce que ça n'a pas mis un peu le mal à la tête aussi au coach ? Parce que lui, il est obligé de faire des choix, et il a voulu des joueurs, et puis après, tu veux des joueurs, tu empiles, et puis ils sont là, et tu es obligé de sortir Rongier. Alors après, on est fan ou on n'est pas fan, mais les stats, elles parlent pour lui. J'ai quand même l'impression, j'ai l'impression qu'il y a plus de fans que d'anti-fans. Non, mais bien sûr, mais c'est un soldat. Voilà, je pense qu'il faut appeler le terme, il lui va bien. C'est un soldat pour le coach, c'est un soldat pour nous les supporters, pour le club. C'est quand même un mec fiable. Donc ça, c'est des questions qui se posent. Après, je pense que la trêve va faire du bien. Et après la trêve, je pense qu'on va repartir sur des bonnes bases. Je pense que l'équipe va trouver son équilibre, le coach aussi. Il devra faire des choix. Benasser ou Rongier. Devant, est-ce qu'il va faire jouer... Je dis l'anglais parce que j'ai peur d'écorcher son nom. Donc voilà. Mais elle n'est pas vicieuse, ta question. Je pense qu'il faut mettre un petit peu le doigt dessus sur le dernier mois. On est donc à un moment où il va falloir faire un peu plus de choix, parce qu'on espère surtout qu'on va récupérer nos blessés assez vite. Dr Bail, est-ce que ce moment où 3 joueurs plutôt important dans l'effectif maintenant, puisque ce sont, même si on n'aime pas le terme, pour Murillo et Højbjerg, ce sont 2 titulaires indiscutables depuis le début de saison. Benasser, depuis qu'il est arrivé, a beaucoup de temps de jeu. Donc ces 3 joueurs qui ont eu des blessures musculaires, qui ont sans doute été prises au bon moment, hein, d'après les infos que j'ai eues. On n'a pas tiré trop sur la corde pour mettre ces joueurs véritablement en péril. Est-ce que ce moment-là, en plus, parce qu'on parlait tout à l'heure du côté bénéfique de pouvoir retrouver la sélection, là ce sont 3 joueurs internationaux. Murillo avec le Panama, Højbjerg avec le Danemark, qui ne jouera pas son match face au Portugal donc dès ce soir, et Ismaël Benasser, qui n'était pas sélectionné depuis quelque temps et qui avait été rappelé par le sélectionneur Petkovic. Donc voilà, ça fait quand même des choses aussi à digérer.
il y a le choix de digérer la blessure et aussi digérer le fait de ne pas aller en sélection. Oui, là, malheureusement, ils sont obligés de digérer. La blessure, ça fait partie de la vie d'un footballeur. Quand tu commences une vie d'un athlète, tu sais très bien que tu vas avoir des hauts, des bas, des blessures. Par contre, pour eux, pour leur bien, c'est aussi de pouvoir récupérer les kinés et les ostéos pendant cette durée. Parce que tous les docteurs et kinés ostéos, quand les joueurs s'en vont, quand il y a des matchs, ils s'en vont avec eux. Là, tu as tout le monde sur place pendant pratiquement 10 jours. Et ça, pour les soins, tu peux doubler les soins dans la journée, si besoin, faire de la thérapie, de la cryothérapie. Il y a plein de choses qui sont faites parce que tout le monde est là. Donc, je pense que pour eux, ça tombe bien. Et je pense que la blessure, elle va... normalement, tu vas avoir un peu moins de temps, obligatoirement, grâce à cette trêve. Mais c'est vrai que quand tu es les internationaux, on va dire, quelque part, ça les dérange, surtout Bennacer, qui lui, comme tu dis, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas retenu. Et on sait tous ce que c'est la communauté algérienne, défendre leur pays, c'est quelque chose d'important, de très, très, très important. Mais voilà, donc lui, quelque part, je pense que ça va lui faire du bien aussi, de pouvoir aussi se retrouver à son meilleur niveau. Il est arrivé, il était blessé, il est parti du Milan AC, il y avait de la contrariété. Là, il va avoir ces 15 jours de repos. Ça, je pense qu'on va le retrouver dans la plénitude de ses pouvoirs. On l'espère. La plupart des joueurs ne rentreront pas hyper tard de sélection parce que l'OM a un match à jouer le samedi 29 mars à 17h en déplacement à Reims, ce qui n'est pas le cas des deux Argentins, puisqu'ils jouent dans la nuit du 26 mars un Argentine-Brésil. Ouais. Donc, je me demande, pour l'instant, j'essaierai de me rapprocher de l'OM pour savoir s'il n'y a pas une chance, même parce que l'OM va sans doute aller à Reims dès le vendredi soir, pour pouvoir préparer le match de 17h et ne pas voyager le samedi matin pour le jour même. Je pense qu'ils vont les rejoindre. Je pense, parce que ça a été un peu ce qui s'était passé à Lens. Oui, il y a eu ça, mais... Là, ils vont rentrer. On en avait parlé, je ne sais pas, peut-être la dernière fois, mais ils vont rentrer. C'est vraiment un long voyage et fatigant. Oui. Et le décalage horaire. Tu as le décalage horaire. Moi, je l'ai fait en novembre, j'étais en Argentine. Je suis rentré. Ah, tu étais sélectionné, du coup. Et j'étais sélectionné. Plaisir. Pour les tacos, lui. Non, mais je suis déçu que tu l'as pas vu. Mais je t'ai pas vu sur la liste. Et pourtant, peut-être. Spinoza. Spinoza. D'accord. Non, mais c'est un voyage fatigant. Je te promets, c'est 14 heures de vol. C'est... Combien de décalage horaire ? Décalage horaire, c'est les matchs. La fatigue, tu vois la famille après le match, avant le match, parce que tu es sollicité. Moi, je te dis, j'ai mis une semaine après, c'est sûr, j'ai pas leurs conditions et leur âge, il n'y a pas de souci, mais c'est fatigant. Donc, oui, à prendre en compte cette histoire-là, quoi. Il y a cette histoire où les joueurs vont arriver très tardivement et ça peut aussi gêner un peu quand même la préparation de ton prochain match. Ouais, parce que tu as des joueurs qui vont arriver, je pense, plutôt en début de semaine, lundi, voire mardi. Ceux-là vont pouvoir récupérer et ensuite faire les séances collectives avec le groupe. On espère, bien entendu, on croise les doigts, qu'on récupère au moins 1 ou 2 blessés sur les 3 annoncés, Murillo, Højbjerg et Bennacer. Mais avec le retour des 2 Argentins très tardivement, ça va être encore une préparation un petit peu... Les gens qui cherchent des excuses vont te dire on n'aura pas la possibilité de... Je dis juste que les 2 Japonais sont en sélection du côté de Reims, tes amis Junya Ito et Keito Nakamura. Oui, mais c'est vrai que les voyages, bon, évidemment, les joueurs, ils voyagent pas dans les mêmes conditions que nous, hein, c'est des classes différentes, donc ils ont la possibilité de dormir dans les avions, ce que nous, on n'a pas. Ou très peu. Et je trouve aussi que c'est vrai que d'abord la préparation n'est pas la même quand ils sont absents. Quand tu fais la mise en place, si te manque le gardien, le défenseur central, et que tu as mis une stratégie en place pour pouvoir contrer une équipe, ton adversaire Reims, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Donc évidemment qu'il y aura forcément des choses qui seront à préparer sur du visionnage, sur de la vidéo, c'est pour ça aussi. Mais dans tous les cas de figure, ça te laisse forcément des dégâts dans les jambes, dans l'organisme. Quand Lolo, il te dit, il faut que tu vois la famille, ces gens, ils voient jamais leur famille. Quand ils vont en Argentine, ils ont toujours les cousins, les cousines, viens et le bisou, pas le bisou, le et il y en a beaucoup. Et oui, mais tu es obligé de participer à tout ça. Mais les gens, ils comprennent pas, mais c'est une débauche d'énergie
parce que au niveau émotionnel, ça te fait plaisir de voir les gens, mais il faut aller vite, t'as jamais le temps, tu as peur qu'ils se vexent. Il y a plein de frustrations où tu es obligé de rentrer dans ton boulot, tu as l'avion qui arrive vite. Donc il y a plein de choses. Je le dis régulièrement. C'est un métier difficile. Les gens, chaque fois, ils me disent, ouais, mais les gars, ils gagnent 300 000 euros par mois, mais tu peux gagner 2 milliards, frérot. La fatigue, elle est là. Et si tu m'autorises, je vais te dire un truc. Je ne vais pas citer le nom. Moi, j'ai vu des joueurs qui étaient en dépression. Mais en dépression totale. Mais qui ne l'ont jamais avoué. Une dépression parce que tu ne peux pas avouer aux gens que tu es en dépression. Parce que alors là, tu as tous les médias qui te tombent sur la gueule. Même à tes collègues, tu peux pas le dire. Même à tes collègues de vestiaire. Donc tout ça, c'est encore du mental. Donc le mental chez l'athlète, c'est très important. Ouais, c'est quelque chose qu'on sous-estime un petit peu. De l'extérieur. Toi qui as quand même, tu as été joueur professionnel, tu as été dans des staffs. Jacques, il a dit un truc très important, mais de l'extérieur, on le sous-estime, parce qu'on ne pense pas, comme il dit Jacques, les gens ils pensent que c'est des bisounours, que tout va bien, etc. Non, il y a souvent des gros problèmes à gérer. Aujourd'hui, en plus, ça va, ils sont équipés. Il y a des psychologues dans les staffs, ils font appel à des gens. À l'époque, on faisait appel à personne, on voulait parler à personne. C'était une tare si on appelait un médecin pour se faire soigner, si on avait des problèmes, tant le mec, sa nana l'avait quitté, ou elle était partie avec un autre, ou d'avoir un enfant, la nuit, il ne dormait pas. Il y a un autre problème aussi sur les voyages, c'est très important, il y en a qui ont peur de l'avion. Combien il y en a qui ont peur de l'avion? Mais on n'y pense même pas, il y a beaucoup de joueurs qui ont peur de l'avion. Il y a des mecs, tu peux les faire dans les meilleures conditions, ils ne vont pas dormir. Moi, tu me mets dans l'avion, je ne dors pas, même de nuit. Il faut que je vois ce qui se passe. Voilà, donc tu as des trucs pour la fatigue, tout ça, il faut le prendre en compte. Après, la chance qu'on a, on va jouer à Reims. C'est pas la meilleure équipe du moment, c'est pas la meilleure équipe du championnat. Tu aurais pu te prendre Lille, qui aurait d'autres aussi les problèmes internationaux, mais avec le déplacement, avec si, et puis nos joueurs très très importants, ils sont en sélection, quoi. C'est des mecs aussi qui ont besoin aussi de récupérer, parce que c'est pas des jeunes joueurs aussi, à part Bellardi. Mais je pense que lui, tu peux pas t'en passer, même avec la fatigue. Donc il y a certaines, tu peux t'en passer avec la fatigue. Tu as quand même des joueurs qui se valent au milieu, ou devant, ou sur les côtés. Tu peux, des fois, tu dis, bon, c'est pas lui, c'est l'autre, c'est pareil. Mais tu as 2-3 joueurs... indispensables. Ouais, indispensables. Pour moi, oui. Je reste avec toi, on profite quand même de ta présence pour parler de la caste des gardiens de but. On s'est quitté il y a quelques semaines avec un Geronimo Rulli qui... c'est moi qui le dis, qui planait sur la Ligue 1, qui était le meilleur gardien de Ligue 1 pour moi. Est-ce qu'on est toujours au même niveau, même s'il a pris 3 buts au parc? On a vu quand même qu'il a sorti quelques arrêts. Oui, il a des ballons, donc il va faire des arrêts. Non, je l'ai trouvé peut-être un peu moins... décisif. Un peu moins décisif sur le dernier mois, mais c'est normal. C'est normal. S'il serait décisif toute l'année, tout le temps, ça fait longtemps qu'à son âge, il aurait déjà été au Barça ou au Real de Madrid, etc. Donc, quand tu regardes sa carrière, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu titulaire, il n'y a pas eu titulaire. Là, je trouve qu'il a trouvé son équilibre à Marseille, la confiance aussi du coach, du staff, etc., les supporters. Avec l'âge qu'il a maintenant, il arrive à son... 32 ans. À 32 ans, tu arrives quand même à gérer pas mal de choses que tu ne gères pas quand tu es plus jeune. Mais c'est normal qu'il est un peu moins... il est un peu... pas en dessous, mais moins performant. Mais ça va revenir parce que voilà, il a des qualités... Moi, je me régale à le voir jouer, de toute façon. Donc, c'est un mec qui a un coup d'avance sur les autres, parce que sur le placement, je pense que son placement fait qu'il a un coup d'avance sur les autres. Et qu'on n'a pas l'habitude de voir des gardiens comme ça en France, où on joue beaucoup sur les qualités naturelles, où les mecs, Mais lui, c'est beaucoup de l'anticipation et le placement. Et le placement, ça te fait gagner... Il est très fort sur le placement dans les actions. Moi, j'adore ça. Et on peut parler aussi de son jeu au pied, la qualité de son jeu au pied qui est très supérieure à la moyenne et qui fait en sorte qu'il s'insère véritablement comme... il sort de son rôle de gardien de but, il devient quasiment un défenseur supplémentaire pour la première relance. Mais tu te rends compte ce que tu viens de dire, comme c'est important, ça change tout. C'est-à-dire que quand tu le repositionnes et que si tu mets un gardien qui n'a pas les qualités qu'il a lui,
eh ben, tu ne peux pas jouer de la sorte. Donc, ça fait toute la différence. C'est un gardien, et quelquefois, quand il y a cette relance basse où il sort de l'axe des cages, mais il est capable de faire un crochet à un adversaire, lui. Et ça, c'est toute la différence avec un autre gardien. Donc moi, personnellement, je le trouve, ce mec, bon au pied, bon dans l'anticipation, bon sur les coups de pied arrêtés, offensifs ou défensifs. Il est toujours très, très, très performant, avec une qualité de félin. Donc, personne n'est parfait sur cette terre. Personne. Mais aujourd'hui, alors, jusqu'à présent, il a été très bon. Et là, il est juste bon. Mais excusez-moi, ça fait longtemps à l'Olympique de Marseille que je n'avais pas vu un gardien aussi performant. Et on peut s'intéresser aussi au cas du numéro 2, Jeffrey Delangue, qui finalement aura joué, on croise les doigts pour que Rouli termine la saison en toute tranquillité sur le plan physique et de la confiance, mais Jeffrey Delangue qui est plus qu'un numéro 2 selon moi par rapport à la qualité qu'il montre aussi à l'entraînement. Son malheur, c'est qu'il y a Rouli qui est devant lui et il aura joué 2 matchs assez frustrants parce qu'il fait un match à Saint-Etienne où il est vraiment intéressant en Coupe de France. Sur le match de Coupe contre Lille, franchement, tu peux rien lui reprocher et la séance de tir au but décide de pencher du côté lillois et du coup, quasiment saison terminée pour lui. Pratiquement, il ne joue plus. Mais tu as besoin d'avoir un deuxième gardien de qualité. Même aussi, je pense que pendant des années, on n'avait peut-être pas aussi dans ce rôle-là, cette qualité-là. Donc aujourd'hui, tant mieux, hein, qu'on touche du bois que Rudy, même pour lui, physiquement, ça tient la route jusqu'à la fin de la saison. Mais s'il y a un souci, on sait qu'il est là. Après, pour moi, parce que quand on avait eu ce débat-là avec le M-bis, oui. Pour moi, il n'y a pas de M-bis, quoi. Il est peut-être mieux qu'une doublure parce qu'il a des qualités pour jouer. Il n'y a pas de M-bis parce que le 1 est vraiment un 1. Parce que le 1 a mis tout le monde d'accord. Ouais. Et ça, c'est très important. Parce que s'il n'aurait pas mis tout le monde d'accord, ça voudrait dire qu'il n'est pas performant. Et là, peut-être qu'on aurait moins de points. Donc aujourd'hui, le débat il est clos sur ça et je suis très heureux de cette situation parce que c'est pas évident à gérer ou pour le staff ou pour les gardiens. Donc là, ça y est, même le numéro 2, là, qu'est-ce qu'il dit ? Il est là et il travaille, il bosse et il apprend. Et il apprend et il voit que le mec il est performant. Et voilà, tout va bien. Allez, on va parler quelques instants du match de l'équipe de France contre la Croatie ce soir à Split, dans le stade de l'équipe l'Hajduk Split, qui est coaché par un certain Gennaro Gattuso. Et oui, je ne sais pas, peut-être qu'il sera au stade ce soir. C'est pas le sujet du moment. C'est pour nous, c'est dans quel état sera, selon toi, Adrien Rabiot ? Est-ce qu'il sera en capacité ? Est-ce que Deschamps va le titulariser, selon toi, pour ce match-là ? Est-ce qu'il aura du temps de jeu ? Est-ce qu'il a récupéré de tout ce qui se passe autour de lui avec toutes les histoires de dimanche soir ? J'espère que le coach va le titulariser, parce que je pense que ça serait aussi une bonne idée de sa part. Si tu as envie de faire plaisir à un joueur avec ce qu'il a passé, c'est aussi ça, c'est le moment de est-ce qu'on est dans un moment où il faut faire plaisir là ? Oui, mais je pense que pour le groupe, parce que tout le groupe a été solidaire. J'ai vu les interviews de plusieurs joueurs, notamment de Kylian Mbappé, qui a dit que c'était tout simplement scandaleux ce qui arrivait et qui en avait marre d'insulter les familles. Ça fait trop. Donc il y a eu de la solidarité et j'espère, et je souhaite de tout cœur qu'il le titularise, parce qu'aujourd'hui, dans tous les cas, ça fait partie des très très bons joueurs, même en équipe de France. Adrien Rabiot, en plus, il a de l'expérience. Il est expérimenté. Les derniers matchs, il a été aussi buteur. Donc oui, personnellement, je le mettrai titulaire. Est-ce que tu as été, sur le plan du foot et de l'état d'esprit, agréablement surpris par ce qu'a apporté Rabiot à l'OM assez peu de temps après son arrivée ? Surpris, non. J'étais convaincu. J'ai toujours aimé ce joueur. Donc quand il était à Paris, après on l'avait joué quand il avait été prêté à Toulouse. C'est vrai. Il m'avait impressionné. Il était beaucoup plus jeune, hein, mais 18 ans, il avait. Franchement, ce mec, on l'avait vu, on avait dit waouh, c'est quelque chose, quoi. Et donc quand j'ai vu qu'on avait la possibilité de le faire, j'y croyais même pas. Voilà, je te dis la vérité, j'ai dit putain, les joueurs de ce calibre-là, si là ils arrivent à faire ça, là on est bon. Et là, ils l'ont fait. Donc franchement, il faut profiter d'avoir des mecs comme ça sous notre maillot. Et moi, je me régale à le voir jouer. Après, l'équipe de France, il y a aussi de la concurrence. Hein. Il y a au milieu de terrain qui arrive là avec les Koné de Rome. Là.
très très bon joueur. Le retour de Guendouzi, qui est pas mal là aussi. Kamavinga, Tchouaméni, pour moi, lui, c'est... l'autre fois, je l'ai vu avec le Real de Madrid, il est rentré, il a remis tout le monde d'accord. Le mec, c'est un monstre. Donc là, je pense que... Oui, c'est peut-être pas les mêmes rôles et tout, mais il n'y a pas de souci. Mais vraiment, au milieu, Kamavinga, pour moi, en équipe de France, il doit être... Après, aujourd'hui, dans le journal de l'équipe, je crois, j'ai vu que Rabiot était titulaire sur ce qu'ils annonçaient, et pas Kamavinga, tu vois, donc comme quoi. Après, le coach, il a d'autres... il a des idées ou il voit des choses, mais... il y a de la qualité. Donc s'il joue ce soir et à chaque fois qu'il est convoqué, c'est beau parce qu'il y a vraiment du monde en équipe de France au milieu. Et pour rester sur Rabiot, la commission de discipline s'est réunie hier. Le cas des insultes, des banderoles, des chants n'a pas été évoqué. Il le sera la semaine prochaine. Bien sûr, mais est-ce que tu trouves que ça part un peu trop dans tous les sens maintenant ? Alors comment on va faire ? C'est ça le truc, parce que moi, l'histoire d'Adrien là, qu'il y a eu à Paris, moi j'ai pas été surpris, je suis désolé, ils avaient fait appel, tout, on connaît. Je suis déjà allé avec les Fiorez, c'était catastrophique le mec, ce qu'il avait vécu à l'époque là-bas. Gabi Enze, je me rappelle plus trop aussi comment ça. C'était un peu moins. Hein. De U, on en a eu des joueurs Colter, on a eu des trucs où les mecs se sont... Lorixana. Je crois qu'ils se faisaient pas insulter leur famille, mais c'était catastrophique. Là, déjà, on en a parlé avant, donc tout le monde a fait attention au sujet. Donc vraiment, là, mais ça avait déjà existé. Mais là, on va les sanctionner. Mais bien sûr qu'il faut sanctionner. Alors, comment ? Après, ça, je sais pas. Mais tu crois que ça va faire arrêter le système ? Jamais de la vie. Comment il s'appelle ? Rabiot, il va y retourner l'année prochaine. Ils vont l'insulter encore parce qu'ils ont vu que ça touchait tout le monde. Ils s'en foutent royalement. Donc, comment sanctionner ? Huis clos. Tu fais huis clos. Et voilà. Quand vous insultez, pendant 3 matchs, à chaque fois qu'ils viennent de l'OM, voilà, tant pis. Mais le spectacle, parce qu'il y a quand même après du spectacle quand même. Il y a eu ces insultes, il y a eu ces banderoles. Mais quand tu as levé tout ça, après il y a quand même du spectacle. Il faut que ce match-là, il se joue avec du monde. Parce qu'un match sans supporter, on l'a connu pendant le Covid ou les trucs comme ça. Tu n'avais même plus envie de regarder les matchs. D'ailleurs, là, on avait gagné pendant le Covid la dernière fois. C'est ça, ouais. Donc ça nous aide aussi. 13 septembre 2020. Donc ça nous aide. On est d'accord, mais voilà, moi franchement, je veux voir les sanctions. Mais après, alors, tant le prochain match, il va se passer un autre truc sur un autre joueur, parce que tous les week-ends, il y a des insultes. Des insultes sur les joueurs. Des fois, en plus, avec les réseaux sociaux, tu vois, les mecs se font... ça les amuse. Ils montrent ce qu'ils sont en train de dire aux joueurs. Et souvent, je le vois au Vélodrome, là, les mecs se mettent derrière le banc, ils disent des horreurs aux mecs. Comment on fait ? Même ça, moi, ça me fait même pas rigoler. En plus, c'est un Marseillais qui est... Enfin, un jeune... je sais pas s'il est Marseillais, mais c'est un jeune au Vélodrome qui insulte la famille du mec. Joueurs, voilà, donc ça, c'est sur les réseaux sociaux. Mais tu peux pas t'en sortir. Là, c'est vraiment un fléau. Je sais pas comment ils doivent taper. Enfin, ils ont mal à la tête, quoi. Nous, on ne sait même pas comment sortir de ce truc-là, même nous, en parlant comme ça. C'est vraiment un vrai problème. Et pour être complet avec la commission de discipline, donc il y a une partie du virage de paix, du virage nord, qui a pris un match de fermeture avec sursis suite à l'usage d'engins pyrotechniques, les fumigènes, et aussi des expressions orales constatées, quoi, donc des chants. Donc c'est la prochaine fois. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est la partie haute Dodgers et MTP. Ça, c'est quand même compliqué, quoi. Oui, mais c'est compliqué, ce système-là. Tu n'arriveras pas à l'arrêter. Après, j'ai écouté ce que disait Lolo. Comment tu veux faire les droits télé si demain, il y a un problème sur Paris Saint-Germain, OM ou OM Paris, tu ne mets pas de supporters. Le gars, le diffuseur, il va te dire, vous savez quoi, je vous lève 300 millions d'euros, ça vous va comme ça ? C'est-à-dire, il restera plus rien, voilà, zéro. Donc. C'est pas possible, Karim. Mais c'est pas possible. Les gens qui payent, les diffuseurs, ils payent pour ce genre de match. Pour avoir des tifos, de l'ambiance, il y a de l'animosité, mais eux, ça leur fait des vues. Si tu veux faire des petits matchs, sincèrement, quand il y a Toulouse-OM, ça passionne les gens, mais pas autant. Lyon, Monaco, c'est des matchs phares. Et donc, tu ne peux pas suspendre
expandre les tribunes. Tout à l'heure, Lolo nous disait, concernant le banc de touche, tu peux faire en sorte d'aménager des paravents pour pas que les gens ils puissent parler au banc de touche. Ça, ce sont des choses qui sont quand même aménageables. Quand je vois les corners que les mecs ils se battent avec les filets, là, on dirait des pêcheurs de thon avec ces trucs qui se sont embrouillés. Mais les gars, vous pouvez pas faire des trucs fixes avec des filets fixes. C'est possible. On peut aménager. Il faut faire un cahier des charges pour les stades différents, avec des gens un peu intelligents. Et ça, je comprends pas qu'on puisse parler aux joueurs et au staff quand tu es dans les tribunes. Allez, ce sont sur ces paroles que l'on va se quitter. On a été très content encore de t'avoir avec nous. On s'est régalé. Ouais, c'est des bons sujets. Après, le dernier sujet, c'est un sujet difficile parce que pas tout le monde peut être d'accord avec ce qu'on dit, mais nous, on parle avec notre cœur et on sait que nous, dans les tribunes, moi, la chance qu'on a, c'est qu'on connaît les grosses têtes du club, c'est-à-dire les chefs des groupes de supporters. C'est quand même des gens, c'est quand même des papas, c'est quand même des gens c'est des bonnes personnes. Donc, eux, je sais qu'ils font le travail, mais ils ne peuvent pas maîtriser tout. Ils peuvent pas. Comment tu veux gérer une tribune de 25 000 personnes? De l'autre côté, pareil. Il y a toujours des fatigués. Il y en a toujours, il y en a partout. Donc, c'est difficile. Donc, on ne peut pas dire c'est la faute des supporters. On sait très bien que c'est des cas isolés, mais des cas isolés qui te font des problèmes mais énormes à la société, quoi. Merci beaucoup, Lolo Spinozzi ou Spinoza, ça dépend le pays. Spinoza. Toujours un plaisir, et tu sais que tu es chez toi, maintenant tu sais où c'est. Franchement, avec grand plaisir. Si vous le savez, c'est énorme. Merci mon Jaco. Merci les gars. Voilà, une bonne soirée à tout le monde, un bon Croatie-France, et on se retrouve demain, même heure, même endroit, pour le dernier bar des supporters de la semaine.